Donc, François Mickey-Marty, salut François, patron de Via Voice, maintenant donc au sein du groupe Temps Nouveau. Et alors, il se trouve que là, on va parler de votre travail pendant 1 heure, en fait. Que ce soit... Ah non, le confiance dans l'entreprise, là, c'est l'IFOP. Voilà, de temps en temps quand même. Si ça n'est qu'1 heure, on va aller à l'essentiel. Voilà, c'est ça. Et puis donc André Le Scrupietri, salut André. Bonjour. Directeur général de Jedi. Président. En France, il faut être président de toute façon, hein, c'est bien connu. C'est ça. Moi, je suis président. François, t'es pas président. Si. Si. Eh ben voilà. Fois, je suis même CQFD. multi-président, si je puis me T'es permettre. multi-président. Pardon de ce manque d'humilité. Et on fait un truc de président quand même, les gars. Et voilà. Donc, Jedi, la fondation pour les innovations de rupture en Europe, et essayer d'accélérer l'ensemble de ces innovations de rupture. On en parlera évidemment très largement. Mais François, comme tu fais plus d'enquête, D'intention de vote. d'intention Je fais de des vote, sondages voilà. politiques, mais pas d'intention de vote. Voilà, Depuis voilà. plusieurs années. Moi, j'ai envie de... Est-ce que c'est toujours la même rengaine autour des sondages ou elle évolue un petit peu? Moi, j'ai l'impression qu'elle évolue un petit peu, là. Qu'il y a un peu... Il y a un peu plus de prudence autour des intentions de vote. Pour être Vas-y. je pense qu'elle évolue très peu, en réalité. J'ai retrouvé des articles de 1981 sur les méthodes des sondages qui expliquaient d'ailleurs très savamment à l'époque que les sondages d'intention de vote n'étaient pas sérieux, etc. Bon. Il y a un point majeur. Enfin, on n'a peut-être pas non plus toute la journée pour aborder ce point. On est tranquille, on est que deux, on a 1 heure. Et puis je crois que ça t'intéresse, André. Complètement. Ouais, moi, Je pense vraiment, qu'il ça intéresse y a tout un le point monde. majeur qui résume beaucoup de choses, parce qu'il y a de multi-sujets derrière tout ça. Le point majeur est que ces sondages d'intention de vote ont des marges d'erreur qui sont de multiples origines, et quand on est à 14%, en réalité, quand un candidat est donné à 14%, en réalité, il était entre 11,5 et 16,5. C'est en moyenne plus ou moins 2,5 points. Voilà. Donc rigoureusement, il y a déjà eu le débat en 2002, etc. Rigoureusement, il ne faudrait pas non pas dire qu'un tel candidat est à 14%, mais qu'il est entre 11,5 et 16,5. Ce qui change tout. Ce qui change tout. Voilà. Ce qui change. Or, moi je connais ça pas. Alors là, il y a beaucoup de sujets que je ne connais pas, mais celui-là, je le connais par cœur. Tout le monde, pas uniquement les journalistes, pas uniquement les politiques, tout le monde et tous les gens qui regardent des sondages attendent une précision au point près pour pouvoir comparer. Mais bien sûr. Est-ce que Madame Pécresse, au premier tour, est devant Monsieur Zemmour, qui est devant Madame Le Pen, etc. Et si vous dites, ils sont tous entre 12 et 17, voilà. ça, voilà. Alors, certains médias ont fait ça. Je me souviens très bien que Le Figaro, en 2002, publier l'intégralité des fourchettes. Le Monde l'a fait dans un baromètre récent. Alors certains, ça apparaît. Mais tu comprends plus rien. Alors ça apparaît périodiquement, et puis ça s'en va, parce qu'effectivement, on ne comprend plus rien. Et puis, ça ne donne pas une idée. Et je pense qu'il y a énormément de tensions qui sont liées à ça. C'est-à-dire, au fond, on veut collectivement de la précision au point près, sauf que l'instrument, qui n'est pas mauvais, je vais vous raconter une anecdote, parce que j'ai entendu par des gens très éclairés dire « Ah, les quotas ne sont pas bons, etc. » Les quotas, en réalité, sont très bons. Si vous faites une étude de marché, vous dites demain matin, est-ce que vous allez acheter ce merveilleux téléphone portable ? Vous testez une intention d'achat, vous mettez votre truc sur le marché, globalement ça marche quand même pas mal. C'est-à-dire que ça veut dire que l'outil, d'ailleurs, toutes les études de marché attestent de la fiabilité de la méthode des quotas. Sinon, l'étude de marché aurait disparu depuis bien longtemps. Or, ne le répétons pas, tout ça reste entre nous, bien entendu, mais le volume des études de marché est croissant depuis les années 60 de manière continue, sur la base de la méthode des quotas. Ça veut dire que la méthode n'est pas complètement aberrante, voilà. Mais il y a un objet spécifique dont vous avez plaisir à parler aujourd'hui tous les deux, qui sont en effet ces intentions de vote. Et au fond, pour dire les choses de manière encore plus crue, qui ne sont pas en mesure de tenir la promesse qu'on voudrait qu'elles tiennent. Voilà. Mais François, non, oui. Parce qu'en fait, tu me donnes la réponse. C'est du spectacle. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas cet intervalle ? Parce que cet intervalle, on ne peut pas justement le mettre dans une course de chevaux. Bien sûr. Et on veut faire du spectacle. Bien sûr. Nous, médias, on veut faire du spectacle. Je pense que les gens ne sont pas forcément dupes, mais veulent qu'il y ait un espèce de spectacle autour de cette présidentielle. Et les candidats sont soit rassurés, soit inquiétés par cette dimension de spectacle. Alors c'est vrai, tout à fait, mais il y a aussi, c'est pas de la blague, c'est-à-dire que si vous êtes, on le voit aujourd'hui pour certains candidats, à 4, 5, 6, 7% d'intention de vote, il y a des banques qui suivent ou qui ne suivent pas. Alors ça, c'est un sujet si très vous êtes à 14, 15, 16, 17, ce dont on parlait tout à l'heure, vous êtes qualifié ou non pour le second tour. Donc derrière, il y a quand même des rapports de force politiques, il y a des enjeux éventuellement financiers qui sont majeurs. Oui, mais la qualification pour le second tour, François, c'est les urnes qui, à la fin, en décideront. Tout à fait. Tout à fait. Quels que soient les sondages. Tout à fait. Mais si vous êtes un militant, si vous êtes un stratège politique, souvenons-nous de ce qui s'est passé en 2002.
Moi, j'ai très bien vécu, je me souviens très bien, parce qu'à l'époque, là, je faisais des intentions de vote en 2002. Vous aviez, genre, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais enfin, Jean-Marie Le Pen qui est arrivé à 14% en intention de vote, et puis Lionel Jospin à 16%. Ouais. Et puis le résultat, c'est qu'en réalité, Jean-Marie Le Pen dépasse la barre des 16%, et puis Lionel Jospin est à 7%. Ouais. On est dans les marges d'erreur. Ouais. La technique ne fonctionne pas mal, tout va bien. Ouais. Sauf que les enseignements à en tirer sont vertigineux. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous aviez Lionel Jospin à 14%, personne, enfin tout au moins dans son entourage, n'avait envie de se dire un 14 peut vouloir être un 16. Si, parce que on l'a vu, on l'a. Mais il faut avoir envie de le regarder de près. Alors, pardon André, mais là-dessus, on a le film. C'est-à-dire, tu sais que cette campagne de Jospin est suivie en mode, il y avait eu la Coupe du Monde 98, ce film Les yeux dans les bleus, spectaculaire, qui renouvelait complètement le champ du documentaire journalistique. Et alors à l'époque, c'était celui qui est devenu ensuite ministre des Finances et qui est maintenant à la tête de la Cour des comptes, Moscovici, directeur de campagne de Jospin, qui accepte que celui qui a fait Les yeux dans les bleus filme la campagne de Jospin. Et on a la scène. On a la scène où ils sont tous autour de la table et où le responsable des sondages de l'équipe, toi tu dois le connaître mais je ne sais plus qui c'est, dit « Écoutez, là, moi je suis en train de voir que les courbes se croisent, etc. » Et Jean-Marc Ayrault se lève et le fait taire. C'était Gérard Le Gall. Gérard Le Gall. Et Jean-Marc Ayrault se lève et dit « Je ne veux pas entendre ça. Nous n'avons pas le droit de dire ça. » Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais non, mais ça dit bien tout ce qu'on est en train de se dire. Ça veut dire que 2 points d'écart, c'est très important. Ouais. C'est important. Ouais. Intellectuellement, c'est important pour des militants, c'est important pour de la stratégie politique. Et donc, ça, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas que la course des petits chevaux. C'est-à-dire que ça a des incidences. Et puis au fond, si vous êtes... Oui, mais dans les états-majors, ce que je veux dire, François, c'est que dans les états-majors, ils le savent très bien. Oui. Tout ce que tu viens de nous décrire, ces courbes d'intervalle, donc ils les voient. Donc, André, comment est-ce que tu... Oui, enfin, il y a quand même un contre-exemple. Moi, je suis surpris de voir, sans prendre de parti évidemment, la primaire LR, ouais. À quel point Xavier Bertrand a essayé de jouer sur les sondages. Ouais. Et finalement n'a pas réussi à emporter le morceau. Donc il y a quand même l'appareil LR qui s'est, notamment Christian Jacob, qui s'est opposé à ça. Et apparemment, semble-t-il, avec un pari gagnant aujourd'hui. En tout cas, vu la dynamique Pécresse, c'est assez intéressant. Donc, et on a eu une élection sans sondage. C'est-à-dire la primaire LR a été une élection sans sondage. Alors là aussi, il faut, parce que j'ai répété, mais enfin, il n'y a jamais eu de sondage, tout le monde peut se calmer, auprès des adhérents LR. Voilà. Donc personne. Et alors pendant des semaines, j'ai entendu parler du favori ou de la favori. Ouais. Il n'y a jamais eu de favori, puisque de toute façon, personne ne pouvait établir quoi que ce soit. Alors parfois, il y a des gens qui disent, ah ben oui, on ne pouvait pas le faire parce que la base, les nombres des adhérents LR, 150 000, c'est trop faible. C'est pas ça, c'est que c'est un fichier politique. Voilà. Il faut, pour pouvoir appeler des gens, il faut un nom, un numéro de téléphone. Exactement. C'est un fichier d'adhérents, par définition, il est confidentiel. Donc les instituts de sondage n'ont pas, et je pense que c'est heureux, les noms et les adhérents de tous les partis politiques. Donc on ne pouvait pas sonder les adhérents. Donc il y a eu en effet des sondages auprès des Français, auprès des sympathisants, c'est-à-dire les gens qui aiment bien LR, mais ça n'a rien à voir. Et ensuite, ça a nourri, alors je vois un peu ce que vous dites, parce que là, en revanche, on est sur des biais collectifs. Alors on dit, ah bah oui, il y a le favori. Alors le favori, c'est Xavier Bertrand, parce que les Français l'aimaient bien. Et puis ça a été M. Barnier, parce que tout d'un coup, il est monté. Mais en réalité, on n'avait pas la boîte noire, quoi. Donc, mais on a tellement envie, au fond. C'est ça le truc. On a tellement envie de se dire, ah ben c'est lui qui peut gagner, etc. Dimension de spectacle. Ça prouve que le sondage de feuilleton est désiré. Oui, mais évidemment. Voilà. Mais bien sûr, c'est ça le truc. Voilà. Oui, tu as raison. Ce qui est un peu gênant, j'ai trouvé dans le débat public autour de ces affaires, c'est une partie des acteurs publics tout à fait respectables qui ont dit il ne faut pas qu'on regarde les sondages parce qu'il faut qu'on s'intéresse aux idées. Enfin, je peux vous assurer qu'on peut faire les deux. On peut regarder les sondages, puis aussi on peut regarder les idées. Il ne faut pas nécessairement supprimer les sondages pour regarder les idées. Donc là aussi, on est sur une survalorisation du sondage, comme si ça empêchait tout le reste du débat, etc. Bon, enfin, voilà, on peut aborder tout ça de manière détendue et puis faire un peu tout. Quand même. Et tu nous donnes une autre clé, en fait, en disant ça, François. C'est qu'en fait, on l'a fait il y a 2 jours. Il y a 2 jours, avec les 3 personnes qui débattaient avec moi, on a pris le détail des mesures Pécresse. Mais c'est d'un ennui profond. Mais c'est des contes d'apothicaire. Il n'y a rien. Il n'y a pas une ambition. Justement, il n'y a pas une idée. Enfin, dire une forme de défiscalisation jusqu'à 2,2 SMIC, mais enfin, il n'y a pas d'idée derrière tout ça. Relever de je ne sais plus combien de pourcents les allocations familiales et les généraliser à nouveau. À la limite, à la rigueur, il y a peut-être une idée, mais c'est une ébauche d'idée, tu comprends enfin, voilà. Et donc, effectivement, comme on a beaucoup de mal
ils ont beaucoup de mal à aller sur les sujets qui vont être les nôtres là. Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe? Où se joue notre souveraineté? Oui, alors sans doute sur les migrants, là, il y a peut-être un débat, mais encore, même pas. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui parle, mais il y a assez peu de débat, en fait, là-dessus. Les autres manient l'anathème. Enfin, voilà, et donc il reste les sondages, en fait. Oui, c'est vrai, l'anathème, et puis c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal, collectivement aussi, que ce soit les candidats, les partis politiques, etc., au fond, dégager, c'est ce que tu dis là, qui est très juste, des projets un peu fédérateurs, mobilisateurs. Donc en effet, ça, on cherche autre chose, quoi. Mais comment dire, je pense qu'il faut, sur les sondages... le travail est fait sérieusement. Non, mais c'est vrai. Le travail est fait sérieusement. Ouais. On est rentré quand même dans un luxe de... J'ai appris beaucoup de choses, moi, parce qu'à un moment, je me suis demandé si j'allais faire une émission d'1 heure sur les sondages, tu vois, évidemment. Et puis, je me suis dit, bon, on va peut-être tourner en rond quand même. 1 heure sur les sondages, ça va peut-être être un peu long, donc je vais pas la faire. Mais j'ai appris notamment, juste un point encore, André, et puis la certitude d'aller voter. Et qu'il y avait là, entre les différents instituts, des règles différentes. Cette certitude d'aller voter, je parle sous ton contrôle, c'est une échelle de 1 à 10. C'est ça, tout à fait. Certaines ne prennent pas les intentions de vote de ceux qui ne sont pas à 10, d'autres descendent à 8, et que là aussi, tu peux avoir effectivement une différence. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas comparer les instituts les uns par rapport aux autres. Il faut comparer chaque vague de chaque institut, c'est ça? Alors ça, c'est un point particulier aussi, très intéressant. C'est vrai que le sujet fondamental est que beaucoup de gens, en réalité, non seulement ne sont pas sûrs d'aller voter, mais par ailleurs peuvent changer d'avis. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui se dire oui, j'irai voter, et puis voilà, d'autres sujets arrivent, et puis finalement on ne va pas voter. Donc en effet, pour la technique de réalisation de ce genre de choses, la question posée est une échelle de 0 à 10. 10, ce sont les gens qui sont tout à fait certains d'aller voter. Aujourd'hui, sur la prochaine présidentielle, on est à peu près à 55-57% de gens qui sont donc qui mettent la note 10. Voilà. Ensuite, parce que vous prenez la note 9, la note 8, bon, ça rajoute à peu près 25% des gens. Mais c'est vrai que là, il y a une part de... Comment dire? La mesure est complexe parce que la réalité est complexe. Voilà, il ne suffit pas de dire aux gens, est-ce que vous allez voter demain matin? Exactement. Si vous posez cette question comme ça, la plupart des gens vont dire oui, puis ils n'iront pas, quoi. Donc il faut affiner. Et le dispositif, quand on affine, par définition, ça devient un peu plus complexe, quoi. Mais là, s'il y a un point difficile dans le métier du sondage, c'est ça. C'est l'évaluation de la certitude d'aller voter. De la pertinence de la réponse. On se heurte d'une certaine manière à... Ouais, de la pertinence de la réponse, mais parce que c'est pas une question de mauvaise foi, les gens qui répondent répondent de bonne foi, mais bon, on peut avoir l'intention d'aller voir sa belle-mère le lendemain, puis on le fait pas, donc voilà, il y a un sujet là-dessus. Enfin, il y a sûrement 1 heure à faire, parce que c'est intéressant, en entendant que finalement c'est la même méthode utilisée, je serais assez curieux de savoir à quel point le big data et tout ce qui est machine learning peut améliorer ce sondage, justement, en faisant des quotas beaucoup plus larges, en étant beaucoup plus réactif. Attention, peut-être que demain Amazon va anticiper les intentions de vote aussi bien qu'ils anticipent vos intentions d'achat, donc sans publicité pour Amazon. Mais il y a sûrement un sujet d'innovation majeur. En tout cas, dans l'élection allemande, l'incertitude a été majeure sur les décisions sur, je crois, 40% des votants jusqu'à 2 semaines avant, qui ne savaient pas entre Verts, SPD. Alors, il y avait un clivage à droite-gauche, enfin à droite-gauche, coalition actuelle et de CDU qui était clair, mais entre les trois partis, c'était pas clair. C'est d'autant plus complexe les élections allemandes que tu peux avoir une cote de popularité très forte, ce qui est le cas d'Olaf Scholz. Mais à l'arrivée, c'est son parti qui va l'élire ou pas. Donc, je crois que lui était à 40% de cote de popularité, au-dessus des 40%, mais le SPD lui-même restait enquisté sur les 24, 25, 26%. Oui, d'ailleurs, on dit que c'est parce qu'il a perdu l'élection à la tête du SPD il y a 2 ans à peine qu'il a réussi à gagner, parce qu'il s'est un peu distingué de l'image de ce parti. Ouais, c'est ça. Parlons-en des Allemands, André. Donc, Europe, nouveau défi. Alors, d'abord, juste, il y a des déclarations dans le contrat de coalition. Parce que le contrat de coalition, quand même. Tiens, juste une question là-dessus, parce que moi, je ne suis pas du tout... Tout le monde vante la façon dont les Allemands négocient pendant 1 mois et demi, écrivent un contrat de coalition et ensuite l'appliquent. Mais ça va tellement vite, André, que est-ce que c'est la bonne méthode? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas cette méthode-là qui fait que tu te retrouves 5 ans après, sans centrale nucléaire et tu sais pas vraiment comment tu vas quand même faire fonctionner ta transition énergétique. Je crois que les Allemands eux-mêmes parlent de Fax République,
C'est-à-dire que ta transition digitale, elle a pris beaucoup de retard et il va falloir accélérer pour que tu le fasses. Est-ce que c'est une bonne méthode au moment où toutes les entreprises sont en mode agile, rolling forecast, etc. Alors, je crois que c'est le paradoxe de toutes les démocraties, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles retrouvent une vision de long terme, on parlait de vision à l'instant, sur le programme politique français, et à la fois être super agile sur le court terme dans un monde qui accélère. Exactement. Et ça, c'est la difficulté. Alors, la méthode est quand même assez impressionnante parce que, en tout cas, on peut dire ce qu'on veut de la démocratie allemande, elle nous fait quand même une démonstration d'une transition en douceur, de quelque chose qui est fortement soutenu par une grande partie de la population, même par l'opposition. On va avoir une opposition très vivace qu'on n'avait pas pendant la grande coalition. Donc ça va être quand même plutôt sain pour une démocratie qui fonctionne. Alors effectivement, planifier... Oui, c'est ça, parce que là, on a un grand parti, la CDU, qui bascule dans l'opposition. Quand même, Tout à fait. Même qui a 16 ans de pouvoir derrière elle, qui a des gens plutôt compétents. Donc ça va être une opposition assez ferme, et même au sein de la coalition, ça va commencer à tirailler sur les sujets comme la Russie, la Chine, le budget européen. Vous allez voir, l'alliance forte, elle va quand même être très tendue. Le côté intéressant, c'est qu'on écrit ce qu'on va faire. Et donc ça permet quand même aux citoyens de sentir si oui ou non leurs gouvernants respectent leur contrat. Je rappelle qu'il y avait quand même un candidat qui est aujourd'hui notre président de la République, qui avait jusqu'au dernier moment évité d'écrire noir sur blanc un programme pour justement... Comment ça, Emmanuel Macron ? Ça avait duré jusqu'au mois de mars de mémoire, qui est quelque chose... Ah oui, mais enfin, il en a écrit un programme. Il en a écrit un, absolument. Donc il n'a pas... Enfin, moi, on pourra en parler, mais la question, les points qui mettaient les plus chers sont passés à l'as, quoi, totalement. Exactement. Mais alors, l'autre chose, ça c'est quand même... Donc, ça c'est le bon côté. C'est-à-dire que les citoyens peuvent se référer à ce document qui est assez précis, qui fait presque 100 pages, qui a été publié, débattu, etc., qui a été signé de manière très cérémonielle au Bundestag avec 3 exemplaires par les 3 partis. Enfin, tout ça est quand même plutôt sain. Le seul fait, c'est que le dernier contrat de coalition, il n'a pas été appliqué dans son intégralité. Donc, il y a un côté... Parce que, justement, le monde a évolué. Il faudrait, c'est comme avec ces visions de long terme, il faudrait quasiment refaire un contrat. C'est ça. Quasiment tous les ans. Le prendre comme une base, mais l'actualiser. Quelque chose qui est aujourd'hui gravé dans le marbre, c'est ce qui nous tue, parce que ça enlève l'agilité, ça renforce les dogmatismes, et pour le coup, ça éloigne les gens de la démocratie. Donc, il y a peut-être un chemin à trouver, mais je trouve que cette idée de contrat de coalition est aussi remarquable. Ils l'ont négocié en un mois. Oui, ils ont été vite. Tandis que la dernière fois, ça a duré... Mais oui, mais la dernière fois, c'était l'eau et le feu, la carpe et le lapin. C'était le SPD, la CDU, quoi. Donc, pardonne-moi, Stéphane, mais c'est vraiment entre le FDP et les Verts... C'est presque l'eau et le feu aussi. T'as raison. Il faut voir leur position sur l'orthodoxie budgétaire. Je veux dire, parmi il y a des Verts qui, le quoi qu'elle en coûte, est petit bras pour eux. Tandis que Christian Lindner, en tout cas ses déclarations initiales, qui est le nouveau ministre des Finances, il est quand même... il a mis de l'eau dans son vin, c'était le partisan de l'orthodoxie la plus absolue. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'on a une espèce de condensé d'Europe dans cette nouvelle... nouvelle coalition. On a les frugaux, on a on va dire, certains les appelleraient les dispendieux, ou en tout cas les investisseurs. On a les gens de la transition écologique, on a ceux qui sont plutôt... on a des gens qui sont pour des relations... Scholz était quand même vice-chancelier pendant plusieurs années. Et donc la ligne... Ministre de l'économie. Ministre de l'économie, ministre des finances. Économie, c'était la CDU. Tu as raison. Ministre des Finances, et justement, c'est bien distingué. C'est bien distinct chez eux. Bien distingué en Allemagne. C'est vraiment le trésorier en chef. C'est vraiment il est assis sur les caisses. La position vis-à-vis de la Russie et de la Chine était quand même très mercantiliste côté allemand. Là, ça va changer. Là, on est en train de dire qu'en Allemagne, ils vont peut-être remettre en question Nord Stream 2, qui est le fameux pipeline qui permet à la Russie d'avoir un levier sur l'Europe avec son approvisionnement en gaz. La Chine, qui est absolument essentielle pour nombre de grandes sociétés allemandes. Eh bien, en tout cas, on parle déjà depuis 24 heures à peine que peut-être les Allemands se rangeraient au boycott diplomatique sur les Jeux Olympiques de Pékin. Il est écrit, est-ce que je l'ai cité ? Il est écrit dans le contrat de coalition, je le citais hier ou avant-hier, tout accord commercial sera désormais soumis à des engagements vérifiables sur les droits de l'homme et la transition énergétique. Ce qui est un bouleversement et pour la République mercantile allemande. Et imaginez, Angela Merkel s'était refusée à participer à toute rencontre du G20
où il y avait MBS, le patron effectif de l'Arabie Saoudite. Alors, ça, c'était Angela Merkel. Imaginez ce que sera le nouveau gouvernement. Ouais. Donc, il va y avoir quand même un sacré bouleversement. C'est ça qui est assez surprenant. Et alors, en ce moment, il y a le balai des limousines, parce que toutes les positions clés, les conseillers économiques, là, il y a par exemple Jörg Kukis, qui est celui qui a été justement partisan du plan de relance de 750 milliards, fait notamment entre la France et l'Allemagne, qui devient le conseiller économique, et ça a été annoncé il y a quelques heures, de Olaf Scholz. Donc, il y a à la fois du très bon, mais je pense que plus encore, la France et le reste de l'Europe ne connaît pas, ne comprend pas encore bien qui est au pouvoir à Berlin. Donc, mais tel que tu le racontes, André, c'est assez enthousiasmant. Assez enthousiasmant, oui, parce qu'en plus, alors, ce qui est assez fou, c'est l'image du nouveau Bundestag. C'est-à-dire, on a énormément de têtes jeunes. Ouais. Hier, il y avait... oui, on va me dire, c'est peut-être l'écume des vagues, mais il y avait des selfies dans le Bundestag. Il faut bien imaginer que le Bundestag, c'est quand même encore... La plupart des Allemands, des députés allemands, il y a 10 ans, c'était costume 3 pièces. Quoi. Et là, on a quand même un changement de génération. Une des mesures, d'ailleurs, qui est en cours de discussion, c'est d'abaisser l'âge de vote à 16 ans. Et je rappelle qu'en France, il y avait eu énormément de départs. Je crois que c'était VGE, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait passé l'âge de vote de 21 à 18 ans. Donc là, on est sur des chiffres générationnels qui sont absolument passionnants. Et les Verts qui sont au pouvoir, il faut leur reconnaître, ils sont compétents, ils sont plutôt... Et il y aura peut-être un bouleversement sur l'aspect est-ce qu'ils arriveront entre la FDP, qui est quand même le parti de l'économie, du libéralisme, mais aussi de l'orthodoxie budgétaire, et les Verts, est-ce qu'ils vont nous créer un modèle qui réconcilie écologie et économie? Ça serait enthousiasmant. Ils n'ont pas le choix, parce que ce qui est passionnant, c'est que ce pays a sans doute conscience aussi que, justement, sur ce qui a fait sa fortune, c'est-à-dire le commerce avec tout le monde à tout prix, c'est fini. Voilà. Il faut un nouveau modèle à tout point de vue. Donc ça va être absolument passionnant. Mais quelle leçon pour nos sociodémocrates à nous et pour nos écologistes à nous. C'est vrai. Alors moi, je suis aussi positivement impressionné par ce document de cadrage et de gouvernement. C'est vrai. J'ai pris le plaisir à lire d'ailleurs. Tu l'as lu? Je l'ai lu en français. Mais il se lit il se lit très facilement. C'est un page turner. Non, mais c'est vrai, ça se lit bien. Et à chaque page, quasiment, on se dit, ah bah oui, tiens, sur la démarche générale qui est qualifiée d'éco-socialisme de marché, ça remplit les 3 cases, etc. Bon, c'est un concept, mais enfin bon, sur l'Europe précisément, la notion de souveraineté européenne est mise en avant. Et cette phrase que j'ai trouvée assez extraordinaire dans ce document, nous avons besoin de l'Europe pour l'Allemagne et réciproquement. Et au fond, ça, c'est pas une opposition comme on peut l'entendre parfois entre la France et l'Allemagne. Et ils disent clairement, au fond, l'Europe est une chance pour l'Allemagne et l'Allemagne est une chance pour l'Europe. Voilà. Ensuite, il y a des déclinaisons très concrètes sur assez audacieuses, très pragmatiques en même temps, mais qui peuvent permettre d'avancer sur le couple franco-allemand à réhabiliter, sur le fameux triangle de Weimar en ajoutant la Pologne, donc France, Allemagne, Pologne. Bon, ensuite, on est d'accord, pas d'accord, etc. Peu importe. Mais l'ensemble de la démarche paraît assez fédératrice, précisément, et globalement assez apaisante par rapport aux crispations qu'on connaît en France dès qu'on aborde ces sujets-là. Voilà. Conduire l'évolution de l'Union européenne vers un État fédéral européen. Alors ça, c'est plus écrit en toutes lettres. Oui. Ça, c'est plus... Mais non, mais c'est très frappant de la part aussi de... Ça, les Français n'en veulent pas, François. À 57%, si. Alors, il s'est passé quand même des mutations très très fortes dont on ne parle pas, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 mutations. Alors d'abord celle-ci, c'est-à-dire que l'idée du fédéral... Alors, on a par ailleurs 30% des Français qui sont favorables à la sortie de la France de l'Europe, un Frexit, quoi, sortie de la France de l'Union européenne. Donc voilà, c'est pas rien non plus. Hein. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Bon. Il n'y a pas 30% d'Allemands qui seraient favorables à... Non. 10-15, pas plus. Ouais. Donc il y a ça. Non, là, ce qui a changé beaucoup et dont on parle très peu, c'est l'acceptation de l'idée d'une souveraineté européenne. Alors, il faut être prudent parce que les mots n'ont pas tout à fait le même sens en Allemagne, en France, etc. Mais dans toutes les études qui ont été faites cette année, on a en gros entre 70 et 75% des Européens, des Français, mais des Européens, qui se disent que la souveraineté européenne est importante. En France, c'est beaucoup plus faible, c'est 63%. L'idée de souveraineté européenne est compliquée. Mais je crois que ce qui est en train de changer de manière extrêmement forte, c'est la vision globale du monde, c'est-à-dire notamment le duopole entre la Chine, les États-Unis, les questions migratoires, etc., les questions économiques aussi, les questions climatiques. On se dit, au fond, on a quand même besoin à certains moments de fédérer et de mettre en commun des forces, sinon face au monde tel qu'il va, on va finir par se faire bouffer, quoi, en gros. Et ça ne peut passer que par, on imagine bien que l'Europe avec 27 pays c'est compliqué, par des
attelages, ça peut être le couple franco-allemand, ça peut être... Mais cette idée de souveraineté, elle est très importante quand même. Alors, ça ne veut pas dire fédéralisme européen. Ouais, mais comprends. souveraineté, c'est très comprends. important parce que ça veut dire... D'ailleurs, c'est ce que dit Thierry Breton, lorsqu'il parle de ces sujets à lui, il dit qu'il faut restaurer la souveraineté européenne. Ouais. Bon, mais c'est très important parce qu'on a conscience des dangers que le monde nous réserve si l'Europe n'est pas capable, à certains moments, de passer des alliances et, au fond, de pouvoir mettre sur la table des États qui sont un minimum coordonnés entre eux. C'est ce qu'on trouve aussi, sauf erreur de ma part, dans le document le contrat de gouvernement allemand. Ça rappelle aussi ce que disait Emmanuel Macron. Pardon, je suis très bavard, mais ça rappelle ce que disait Emmanuel Macron dans son intervention à la Sorbonne en septembre 2017 sur l'Europe, 27 septembre 2017. Son premier terme, c'est la souveraineté européenne. Donc, chez les dirigeants et au sein des opinions publiques européennes, cette idée-là, qui est un peu contre-intuitive, progressivement, elle fait son chemin quand même. André ? Oui, alors 2 points. D'abord, une vraie leçon, et il y a plein de défauts dans ce fonctionnement démocratique allemand, mais ce document, il pourrait être publiable en poche et ça serait un succès grand public. C'est-à-dire, on n'est pas ni dans les discours avec des anathèmes, dont tu parlais tout à l'heure, ni dans un discours très technocratique. Donc, il n'y a pas de 2,2% du SMIC. C'est un document que tout le monde peut lire. Enfin, 80%, 90% de la population peut lire. Et on en a besoin parce que ça explique, c'est du storytelling, mais au sens positif. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce que la politique ? Quelle est notre responsabilité vis-à-vis des citoyens ? D'ailleurs, ça, je l'entends quand même assez peu vis-à-vis des dirigeants politiques français. Mais bien sûr, mais ils ne parlent pas beaucoup de leur responsabilité, parce qu'ils sont we the people, comme diraient les anglo-saxons. La deuxième chose, point quand même important, oui, un État fédéral, mais il faut bien lire, et ça c'est très fort, notamment à la FDP, qui est quand même un petit peu le faiseur de roi de cette coalition, et donc Christian Lindner a vraiment réussi un coup en ayant, je crois, 4 ministres, dont celui des finances, qui est absolument clé, donc la FDP, c'est pas plus de pouvoir à la Commission européenne. En Allemagne, il n'y a quand même pas un mouvement anti, mais il y a quand même une espèce de consensus pour dire qu'on a bureaucratisé massivement l'Europe. Donc il ne faut pas attendre que Ursula von der Leyen et Thierry Breton vont soudain avoir plus de pouvoir. Non, c'est le fédéralisme à l'allemande, avec des lenders ultra puissants. Avec des lenders ultra puissants et avec une délégation de responsabilité au niveau supérieur, quand ça fait sens et quand c'est efficace. C'est ça. Alors, après, il y a des lieux d'inefficacité, on l'a bien vu avec les vaccins, quand il faut des réactions rapides. Mais je pense que probablement, en tout cas, je l'espère aussi, donc là je mélange opinion et fait, c'est que je pense qu'il va y avoir un vrai mouvement de fond sur il faut revoir de manière absolument fondamentale la manière dont aujourd'hui l'Europe s'empare des sujets, parce que, où est la prospective, où est l'intérêt partagé ? Et j'espère revenir à une Commission européenne qui est véritablement l'intérêt général des 27 pays européens. On marque une pause, les amis.